De retour dans les studios de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'international. 23e ville des 24 heures chrono de 2014, 23e heure de direct. Aucune erreur technique, il faut le soulever. Et nous sommes en direct pour Los Angeles. Et dans le cadre de cette émission, j'accueille notre consul général à Los Angeles, Axel Cruau. Axel Cruau, vous m'entendez ? Je vous entends, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Moi, je vous vois. Nous vous voyons. Très bien. Bienvenue à Paris et en direct. Alors, monsieur le consul général, présentez-nous un peu justement votre belle ville de Los Angeles et son équipement en français et les Français de Los Angeles. Si vous me le permettez, je vais même aller au-delà de Los Angeles, parce que la circonscription du consulat, c'est bien plus vaste que seulement Los Angeles. C'est toute la Californie du Sud, c'est 4 autres États, le Nevada, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. C'est environ 35 millions d'habitants. C'est un PIB qui est de plus de 1600 milliards de dollars, c'est-à-dire peut-être la 11e ou la 12e économie au monde. Et dans cette circonscription, nous avons plus de 18 000 Français inscrits. Ça veut dire qu'il y a entre 2 et 3 fois plus, ou même peut-être encore plus de Français. C'est une communauté française qui, au-delà des chiffres, est une communauté formidable en fait. C'est une communauté dynamique, c'est une communauté très diverse, c'est une communauté très attachante. Alors bien sûr, quand on pense à Los Angeles, on pense à Hollywood, on pense aux acteurs, on pense aux réalisateurs, aux producteurs, et c'est vrai. C'est aussi toutes les personnes qui travaillent dans les studios d'animation, parce qu'on a des gens très créatifs qui sont présents et qui sont bien présents, et on en est très très heureux. Mais la communauté française, c'était bien plus que ça. D'abord, il faut savoir que les premiers Français qui sont arrivés à Los Angeles sont arrivés ici au début du 19e siècle. Le premier Français que l'on a dans les archives, il est arrivé ici en 1827. Il y a toujours une présence française à Los Angeles, dans toute la Californie. Il y avait un maire français à Los Angeles au 19e siècle. Il y a toujours eu une vraie présence, y compris il y a eu un quartier français. Aujourd'hui, les Français, c'est autant des scientifiques, comme un prix Nobel de médecine, Roger Guillemin, c'est des étudiants, c'est des chercheurs, c'est des artistes, c'est des entrepreneurs dans des domaines aussi divers que l'agroalimentaire, que les biotechnologies, encore une fois, les technologies de pointe comme les cartes à puce. C'est une communauté familiale, c'est une communauté structurée autour de lycées, comme le lycée français, le lycée international de Los Angeles, les écoles dans tous ces aspects de la communauté et de sa dynamique. Monsieur le consul général, je m'excuse, mais on ne vous entend pas très bien. Mais je pense que l'essentiel a été évoqué. Et puis, on peut faire confiance à nos correspondants sur place qui vous connaissent parfaitement et qui connaissent bien évidemment parfaitement la communauté française à Los Angeles. Je suis désolé, franchement, la ligne n'est pas excellente. Alors, j'accueille sur ce plateau... alors, je vais commencer par Jean-Luc Cronel, parce qu'on est chez lui. Donc, j'aurais quand même du mal à ne pas démarrer par le représentant de TV5 Monde sur ce plateau. Donc, Jean-Luc, vous êtes représentant de TV5 Monde pour, alors, entre autres fonctions aussi pour TV5 Monde USA. Oui, tout à fait. Je suis CEO de TV5 USA. J'ai le malheur d'être basé à Paris. Je préférerais être à Los Angeles. Mais comme j'ai aussi la responsabilité de la distribution dans le reste du monde, il faut bien qu'à partir de Paris, je puisse rayonner. Pour autant, je suis régulièrement aux États-Unis, mais, et monsieur le consul général le sait, et d'autres Français de Los Angeles le savent, nous avons un directeur sur place, Patrice Courtaban, qui représente TV5 dans le cadre de notre représentation. Pour TV5, c'est une grosse entité, je suppose. Oui, TV5 Monde USA est une filiale, à 100% bien sûr de TV5 Monde Paris, mais c'est une filiale, évidemment légalement basée au Delaware, vous savez pourquoi, c'est normal, aux États-Unis, mais dont le bureau de représentation et opérationnel est à Los Angeles avec 5 personnes, un directeur donc expatrié avec ses contrats un peu particuliers qu'on fait maintenant d'expatriation, et 4 personnels locaux américains
d'origine d'ailleurs culturelle diverse, et c'est aussi une volonté de notre part, hein, au regard de ce qu'on représente. Le consul, apparemment, la ligne serait améliorée. Donc, monsieur le consul général, apparemment, nous vous entendons mieux. Je vous redonne la parole. Alors, est-ce que vous m'entendez mieux, vraiment? Ça va. Voilà. Parfait. Franchement, c'est beaucoup mieux. Bon. Oui, non, je voulais dire que c'était une communauté très structurée. Et, je crois que vous avez Sylvestre Bonneau sur le plateau. Tout à fait. Donc nous avons grâce au conseiller du commerce extérieur une vraie présence. Nous sommes aussi très heureux. Et je tenais vraiment à le dire aussi pour que ça se sache. Nous venons de lancer hier au soir une nouvelle chambre de commerce franco-américaine à Los Angeles. C'est un pas magnifique que nous avons franchi. Je sais que Ralph Levy, le nouveau président de la chambre, sera tout à l'heure avec nous, oui. Et vraiment, je suis très heureux. C'est aussi pour ça que je tenais à reprendre la parole pour le dire. C'est une avancée formidable et nous allons faire beaucoup plus dans la circonscription grâce à eux. Et puis, si vous me le permettez, je ferai aussi un mot pour le consulat et dire que le consulat est bien sûr au service des Français. Le consulat, c'est plus de 3500 titres de transport, de voyage et des titres d'identité par an. C'est plus de 3600 visas. C'est une trentaine de personnes qui sont au service des Français, au service de l'administration des Français, au service de la sécurité, au service des artistes, des entrepreneurs, des scientifiques. Et qu'il ne faut pas hésiter, je lance cet appel à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, à se tourner vers nous, parce qu'assez souvent, on voit le consulat comme quelque chose d'assez rébarbatif, et nous essayons d'être vraiment au service de la communauté française, et c'est pour ça que je me permets de lancer ce message et d'avoir assisté. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur le consul général, et si j'ai bien compris, on vous doit aussi justement cette relance en partie, vous avez contribué à la relance de la Chambre de commerce franco-américaine. Alors, comme vous le soulignez, même le consul général fait mon travail maintenant, vous vous rendez compte. Comme vous l'avez souligné, nous avons sur ce plateau Sylvestre Bonneau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Sylvestre, vous êtes à Los Angeles. Et depuis 25 ans. Depuis 25 ans. Ça fait quand même pas mal d'années. J'ai vu évoluer la vie à Los Angeles. Je suis arrivé, il n'y avait pas de restaurant, on ne buvait pas de vin, il n'y avait pas d'expresso. Pas de restaurant du tout, non? Si, il y avait des restaurants, mais disons, ce n'était pas des restaurants un peu... Bon, alors, on arrive maintenant à des restaurants extraordinaires. Il y a même une création de cuisine californienne. Et je pense que l'évolution de l'Amérique dans les disons, 25 ans, a changé complètement. Surtout que si on pense bien que toute la côte ouest des États-Unis a permis un développement mondial dans tout ce qui est ordinateur, dans tout ce qui est... Donc c'est extraordinaire. Très bien, je reviens vers vous dans quelques instants. Et pour l'instant, on va aller voir David Allard, directeur intégration et transition. Quel est le coût de la vie à Los Angeles, David ? Alors le coût de la vie de Los Angeles est d'environ 33% au-dessus de la moyenne nationale. Le quartier dans lequel vous déciderez de vivre influera beaucoup sur votre budget. Plus le quartier sera huppé, plus votre budget logement sera important. Les produits vont vraiment avoir un prix très différent en fonction du quartier où vous allez résider. Effectivement, il y a des quartiers relativement pauvres à Los Angeles et des quartiers très riches. Donc la moindre sortie, que ce soit un restaurant, les prix vont vraiment passer du simple au quadruple en fonction du quartier où vous allez résider, où vous allez sortir. De façon générale, le coût de la vie à Los Angeles est assez comparable entre donc la Californie et la France. Cela dit, on peut trouver la vie moins chère sur certains postes de dépenses comme la nourriture, certains restaurants et le carburant. Bien sûr, tout dépend aussi du taux de change et du contexte économique au moment où vous vous y rendrez. À titre d'exemple, par exemple, votre plein d'essence vous coûtera en moyenne moitié moins cher qu'en France. Le litre avoisine les 0,72 centimes d'euros, alors qu'en France, on sait que c'est plutôt 1,40 €. De retour sur le plateau, donc oui, Sylvestre, une réaction justement à ces coûts de vie sur Los Angeles, vous qui avez grandi avec. C'est exact. Il y a des différences énormes de train de vie. Vous avez la Beverly Hills et maintenant Santa Monica Santa Monica dépasse Beverly Hills au point de vue coût. Et au point de vue immobilier, et donc le coût de la vie est nettement plus élevé à l'ouest qu'à l'est. Il y a beaucoup de, si vous voulez, ce qui est formidable, évidemment, c'est le climat. C'est l'éternel printemps. Donc, il y a toujours plus de monde qui arrive sur Los Angeles. Et je pourrais ajouter que maintenant, il y a bon, d'abord, Los Angeles, il faut penser à un county.
Le county de Los Angeles est composé de beaucoup de villes, comme vous savez. Et donc, quand on parle de Los Angeles, on parle d'un comté qui est à peu près la taille de l'Île-de-France. Alors, sur la taille de l'Île-de-France, ils ont massivement, depuis quelques années, créé des transports en commun, le métro, etc. Et donc, on voit un changement aussi de brassage de population. Et justement, sur la partie, vous qui vous rendez régulièrement sur place, la partie circulation, échange, c'est assez complexe. Je crois que les gens de Los Angeles peuvent parler de ça encore mieux que moi. Effectivement, quand on se déplace à Los Angeles, si on compare à New York, par exemple, hein, où effectivement, nous nous sommes posé la question de savoir si nous devions ouvrir notre bureau plutôt à New York qu'à Los Angeles. Je ne sais pas si je m'inscris en faux, mais pour nous, et les dernières études le montrent encore, l'implantation à Los Angeles, d'un point de vue économique, est beaucoup plus intéressante qu'une implantation à New York, à Manhattan. Aussi bien en coût de main-d'œuvre. Les coûts de main-d'œuvre seraient de 40 à 50% supérieurs à Manhattan qu'à Los Angeles, qu'en coût de location de bureaux, voire de logement pour notre personnel. La globalité du financement est quand même fou. Oui, donc la localisation à Los Angeles répond pour nous à la fois à une problématique économique, dans le sens qu'elle est plus favorable pour nous que si c'était New York, Manhattan, et aussi évidemment à l'environnement audiovisuel que représente Los Angeles, bien entendu. On reviendra sur ce point juste après l'intervention de Lucius Smedja. Donc Lucius, un grand habitué des 24 heures chrono de l'international. Lucius, quel est le taux, justement, on parlait de financement, quel est le taux de fiscalité en Californie, fiscalité individuelle en Californie? La fiscalité individuelle en Californie est le 4e plus haut des États-Unis. En effet, chaque État a ses propres impôts sur le revenu. Il y en a 4 États qui n'ont pas d'impôt du tout. La Floride, le Nevada, le Wyoming et le Texas. Mais la Californie a un impôt individuel variant de 1% à 12,3%, plus encore quelques pourcents pour les revenus qui excèdent $1 million. Donc, en ajoutant les deux niveaux d'imposition, le niveau fédéral, qui est le plus important des impôts, plus le niveau de l'État, vous arrivez facilement à un impôt variant de 11% sur les revenus les plus faibles, aux alentours de 15-20 000 $, jusqu'à l'impôt de 51%, 51-52% sur les revenus excédant $1 million. Revenons donc justement sur cette implantation. Vous, en tant que conseiller du commerce extérieur, comment vous voyez les choses? Bien sûr, je pense qu'il faut... C'est exactement ce que la description est très bien faite. Je pense qu'il faudrait rajouter qu'il y a beaucoup de déductions fiscales. La fiscalité aux États-Unis est faite pour relancer un investissement. Et donc, si on dépense, on ne paye moins d'impôts. Et donc, on peut investir plus facilement. Donc oui, on a un équilibre des choses qui se font. Pour revenir sur le propos de l'implantation à Los Angeles, alors vous, mon cher Sylvestre, vous avez eu une devis, si j'ose dire. Vous avez eu un premier lancement dans une première entreprise où vous êtes installé sur l'ensemble des États-Unis. Et puis, vous avez cédé. Et aujourd'hui, vous êtes sur l'accompagnement des chefs d'entreprise pour l'installation aux États-Unis, basé à Los Angeles. Alors, comment vous voyez les choses? De toute façon, on peut s'installer n'importe où aux États-Unis. L'importance d'un État plutôt qu'un autre, c'est surtout en ce qui concerne le marché. On se rapproche de là où on peut vendre. C'est plus facile. Si on peut se mettre évidemment pas dans le Nevada, mais dans le North Dakota, et là évidemment il fera froid et il y aura moins de... c'est moins drôle que Los Angeles pour le climat. Par contre, je peux vous dire que la richesse d'abord, la Californie, c'est ce qu'on appelle le Golden State, donc c'est l'État le plus riche des États-Unis. Et donc, il y a beaucoup de richesses. Et si on s'implante à Los Angeles, on a plus facilement accès à cette richesse. Surtout si on vend des produits de haut de gamme. Alors, vous, dans votre première vie, si j'ose dire, vous avez démarré à Los Angeles et comment vous avez fait pour vous étendre sur l'ensemble? L'idée, c'est de se dire, je suis chef d'entreprise français, est-ce que c'est la bonne porte et comment je peux faire pour me déployer une fois que je suis rentré? Alors, je rentre à Los Angeles ou je rentre ailleurs, mais comment je fais pour me déployer le mieux possible? Je pense que
le principe fondamental que j'ai suivi, c'est d'abord, on s'arrête, on regarde ce qui se passe, on regarde ce que font les autres, et on va de l'avant. Et je pense qu'on n'a rien inventé. C'est un pays qui est très étendu. Et les Américains, quand ils veulent vendre quelque chose, ils ont déjà passé dans tous les problèmes de celui qu'on va rencontrer. Donc, on regarde comment ils ont fait. Et il vaut mieux faire ce qu'ils ont fait et peut-être améliorer un peu que d'inventer complètement sur autre chose. C'est forcément l'homme de télévision qui n'a pas coupé son téléphone. Eh ben non. Oui, alors justement, on va en profiter pour lancer l'intervention de Philippe Guillot, s'installer et monter son business à Los Angeles. Tout d'abord, ce qui est formidable à Los Angeles, c'est le climat. 320 jours de soleil par an, une sorte de luminothérapie permanente. La raison pour laquelle je me suis installé à Los Angeles, c'est essentiellement parce que pour pouvoir vendre sur le marché américain, il faut être aux États-Unis. Et une chose est claire, c'est que c'est un marché gigantesque pour peu que l'on respecte quelques règles de base. Tout d'abord, il faut avoir un excellent marketing, il faut avoir du stock et un excellent service après-vente. Le client américain est un client qui achète à l'instinct. Il a envie de quelque chose, il faut pouvoir le livrer tout de suite. Si vous lui promettez le produit pour dans 3 mois, il est passé à autre chose. S'installer à Los Angeles, c'est relativement facile. Bon, il faut savoir que c'est une ville assez chère, mais en termes de formalité, tout se fait très facilement, online. Bon, il faut repasser son permis de conduire, mais franchement, ça reste une formalité. J'accueille sur le plateau Olivier Cadix. Bonsoir. 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 Donc, vous êtes entrepreneur français, franco-belge. On peut le dire. On peut le dire. Et vous avez attaqué les États-Unis avec un produit un peu étonnant. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, j'édite les plus grands noms de la bande dessinée franco-belge, Lucky Luke, Black et Mortimer, Spirou, Boule et Bill. On les traduit en anglais et on les vend dans le monde entier. Donc, les États-Unis représentent 33% de notre chiffre d'affaires. C'est un endroit... auparavant, on disait que la BD en langue anglaise, ça ne marcherait jamais. On a pu prouver le contraire depuis quelques années. On a une croissance cette année de 30% aux États-Unis, 20% dans le monde entier. Et c'est en fait notre culture. C'est une culture qui est acceptée, si tant est qu'on sait un petit peu l'adapter aux clients qui vont le lire. Oui, on revient sur prendre un peu la richesse du système et comment le mettre en place. Et pourquoi, depuis tant d'années, on n'avait jamais réussi à commercialiser ce genre de produit aux États-Unis ? Notre analyse, c'est qu'en fait, on n'avait pas pris conscience de la différence culturelle. Les Américains, les Britanniques, ce ne sont pas des Français qui parlent anglais. Ce sont des gens qui ont eu une éducation différente, qui voient les choses différemment. Et par exemple, d'un point de vue culturel, on a gommé des caricatures qui étaient un petit peu trop explicites et qui seraient mal prises aux États-Unis. Certaines caricatures de personnages n'existeraient pas ? Disons que dans Lucky Luke, celui qui vient d'Asie, on a changé un petit peu, on a mis une couleur qui était la réelle couleur. On ne met pas des couleurs caricaturales parce que les gens vont être, choqués. À juste titre, choqués, blessés. D'accord, très bien. Alors, on va revenir avec Olivier Sureau au business, excusez-moi, même si la BD nous intéresse beaucoup, mais c'est un vrai business quand même, surtout pour vous. En matière de TVA, Olivier, quelles sont les spécificités de la Californie ? Et on reviendra justement pour déployer son business en Californie via Los Angeles. Alors tout d'abord, la ville de Los Angeles possède son propre taux de TVA. Le taux de TVA qui varie en fonction du comté dans lequel il est situé, ce qu'on appelle les 16 taxes aux États-Unis. Ce taux de TVA est de 9% pour la ville de Los Angeles. À cela, il va falloir rajouter une multitude de petites taxes au niveau et de licences qui vont s'appliquer à la localité de Los Angeles. Donc ça, ce sera important de bien se renseigner dessus. Les particularités au niveau social, au niveau de la Californie, vous en avez 3. Le premier est ce qu'on appelle l'allocation chômage, qui elle varie de 1 à 6%, et que vous arrêtez de contribuer et de payer dès lors que vous atteignez $7 000 par employé par an. Le deuxième taux est de 1%,
Celui-ci, vous allez arrêter de la payer à partir du moment où vous atteignez à peu près 100 000 $ par employé par an. Et enfin, vous avez un dernier petit taux de charge sociale qui est de 0,1%. Et celui-ci, vous allez arrêter de la payer dès lors que vous atteignez 7 000 $ par employé et par an. Autre particularité de la Californie concerne le taux minimum au niveau horaire, puisque celui-ci est de 8 $ actuellement de l'heure jusqu'au mois de juillet. Et à partir du mois de juillet 2014, il va s'élever à 9 $ de l'heure. Merci Olivier pour cette intervention. Olivier est, comme notre ami Lucius, un grand habitué des 24 heures chrono et ses chroniques sont toujours très intéressantes. Alors justement, Sylvestre, revenons, alors pas forcément sur la TVA qui est bien expliquée, mais sur la notion de charge sociale et comment vous avez organisé, quand vous avez implanté votre business vis-à-vis de vos salariés. Oui, et donc quand on reste dans la Californie, le problème est plus simple, mais quand on déploie dans tous les États-Unis, et on était dans l'État d'Illinois, à Chicago, Massachusetts, New York, Washington DC, Atlanta et Floride, les problèmes de personnel deviennent très très compliqués et on peut les résoudre, mais c'est très difficile. Et donc, très difficile parce que le juridique n'est pas le même. Oui, les États sont totalement différents. Ils ont leur propre culture, ils ont la manière, leur TVA, enfin, leur système, oui. Complètement différent. Donc, et pour ne pas avoir de problème juridique avec des pas se tromper, tout simplement. Pas se tromper, on est passé par une société de ce qu'on appelle ici de portage. Oui, qu'on pourrait appeler. Enfin, c'est pas exactement le portage français, mais c'est-à-dire que les employés sont toujours employés attachés de la société, à l'entreprise. Mais en tout ce qui est personnel, paye, juridique, etc., c'est une société qui s'occupe de tout ça. Et donc une forme de sous-traitance de toute la partie RH et charges sociales et paye et gestion du personnel. Et on n'a plus qu'un chèque à faire à la fin du mois. Et ce chèque représente, alors il faut prendre globalement les salaires du plus haut, et à peu près c'est 20%. C'est le coût de délocalisation. Oui, voilà, c'est ça. J'allais dire délocalisation, c'est pas le mot, mais incluant la santé, incluant donc la santé, toutes les charges sociales. Voilà, et ça, c'est une organisation qui peut paraître assez souple, en fait. Absolument. Ça gagne en souplesse et facilité. Et avec ce principe, vous êtes installé dans combien d'États et en combien de temps à ce moment-là? Petit à petit, on a commencé progressivement à s'installer dans chaque État. Au début, c'est moi qui faisais pour le New York, etc. Et puis ça devient vraiment ingérable. C'est gérable, mais vous augmentez le nombre de personnel pour faire des problèmes que vous ne savez pas parce que vous avez. Oui, il faut apprendre, il y a trop de juridique. Et donc cette société de portage, actuellement, et s'est développée énormément, elle s'occupe de 1 million de salariés. Donc vous avez une place importante aussi au point de vue pour négocier pour la santé, etc. D'accord. Très bien. Excellente information. Merci Sylvestre. Alors, on va aller voir Isabelle Carrière-Marche. Quelles sont les difficultés liées au recours, liées au financement et liées au recours du crédit bancaire, Isabelle? Bonjour Paris. Qui n'a jamais eu besoin d'avoir recours au crédit bancaire pour développer un projet professionnel ? En arrivant aux États-Unis, je me suis moi-même retrouvée dans cette situation fort commune. Comme en France, lorsqu'une société ne dispose pas de 3 exercices comptables de référence, on demande souvent au gérant de se porter caution. C'est alors que je me suis aperçue que l'octroi d'un crédit obéit ici à des règles bien particulières. Pour obtenir un crédit, et qui plus est à des conditions intéressantes, il s'agit d'avoir un bon credit score. Le credit score est une note qui est attribuée à chaque résident muni d'un numéro de sécurité sociale. Plus le credit score, la note, est élevée, et plus la demande aura de chances d'aboutir. La difficulté pour les étrangers est que le credit score ne prend pas en compte ni l'historique de la personne en dehors des États-Unis, ni les actifs qu'elle peut détenir, a fortiori s'ils sont situés hors du pays. Le credit score prend essentiellement en compte la constance des remboursements et le taux d'endettement. C'est un peu le syndrome de l'œuf ou la poule, me direz-vous. Pour obtenir un crédit, il faut déjà démontrer qu'on a correctement remboursé des crédits passés. Il s'agit donc de construire ce que l'on appelle ici un historique de crédit. Pour les étrangers, plusieurs solutions. Être co-signataire d'un emprunt avec un Américain qui dispose déjà d'un bon credit score, par exemple. Ou encore avoir recours au système de la caution bancaire qui consiste à bloquer des fonds pour obtenir une carte de crédit. La construction d'un historique de crédit est un processus assez lent qui peut prendre plusieurs années. Je recommanderais donc aux personnes qui ont l'intention de s'installer ici de démarrer le processus dès que possible.
Merci Isabelle pour cette explication extrêmement claire et extrêmement détaillée. Et je crois que nous avons notre ami Ralph Lévy via Skype. Bonsoir Ralph. Alors, je vous vois, c'est parfait. Alors, je vous félicite de la part de l'ensemble du plateau et des gens qui sont passés avant et ceux qui arriveront après. Et je transfère même les vœux du consul général pour votre poste à la présidence de la Chambre de commerce franco-américaine qui date d'hier soir. Donc, je ne peux pas louper cette information. On a d'ailleurs par Skype Philippe Guillot qui est membre du board. Donc et le consul général qui était avec nous, qui nous a hosté pour ce lancement. Oui, l'événement d'hier, c'était un succès, 250 personnes présentes. Donc le consul général, un message de l'ambassadeur et des élus locaux qui ont donné une grande importance à cette chambre pour justement booster le business dans la région LA et entre les États-Unis et la France. Notre première... oui. Alors justement, dans ce cadre, comment vous voyez les choses? Quels sont les conseils en tant que président de la Chambre de commerce franco-américaine vous donneriez à un chef d'entreprise français qui imagine s'implanter aux États-Unis et plus particulièrement en Californie? Je pense que la première des choses à faire avant de franchir le pas, c'est de venir passer quelques semaines en vacances en Californie, d'observer, de rencontrer des gens, potentiellement au sein de la Chambre de commerce, et de voir des professionnels qui sont là, qui peuvent aider du point de vue français. L'ambition de la Chambre, en fait, c'est d'être un one-stop shop pour tout entrepreneur qui débarque à Los Angeles et qui n'a pas vraiment de repères. Donc, dans ce contexte-là, je pense que le meilleur conseil à donner, c'est le consulat et évidemment le premier relais pour comprendre un peu la vie civique. La Chambre de commerce, ça va être le relais pour pouvoir comprendre les enjeux de l'installation. Les enjeux business. Exactement, et comprendre un peu la géographie de la ville, les contraintes, la complexité dont vous venez de parler tout à l'heure. Parce que c'est très difficile de débarquer ici et de vouloir s'installer sans aucun conseil. Ok, merci Ralph. Vous intervenez quand vous voulez, vous me rappelez à l'ordre si par hasard je viendrai à vous oublier dans les méandres de mes pensées. Alors justement, on va aller voir Delphine Martin sur les procédures et délais d'obtention du visa, du fameux visa US. Le visa communément appelé H1B. Là, ce sont des visas qui sont valables 3 ans et qui peuvent être renouvelés jusqu'à 6 ans. Le délai d'obtention du visa H1B, comme je l'expliquais auparavant, est assez long puisque vous devez obtenir sous plusieurs étapes une autorisation de travail, puis une autorisation d'employer un travailleur étranger avant de déposer votre demande de visa auprès du consulat. Il faut anticiper au moins 3 à 4 mois avant le dépôt de la demande en avril pour un début d'activité en octobre. Donc il faut vraiment anticiper la procédure. Alors pour les transferts entre sociétés de filiale à filiale, il existe le visa L1 qui permet le transfert intra-entreprise. Afin de pouvoir bénéficier du visa L1, le cadre ou le travailleur spécialisé qui fera la demande de visa L1 doit justifier d'1 an d'ancienneté sur les 3 dernières années. La demande sera déposée donc aux États-Unis et sponsorisée par la filiale qui va recevoir la personne et démontrer de l'expérience et des compétences de l'individu qu'on souhaite envoyer aux États-Unis sous ce statut. Pour ce qui est de la durée de ce visa, lorsque la société vient d'être créée, il est délivré pour une durée d'1 an, puis renouvelé par période de 2 ans, jusqu'à 7 ans pour les cadres dirigeants, donc exerçant des fonctions managériales importantes et gérant du personnel, et jusqu'à 5 ans pour les travailleurs spécialisés, justifiant d'un savoir-faire unique ou de compétences très spécifiques au groupe qui en fait la demande. De retour sur le plateau, alors je posais la question justement à Sylvestre. Quel statut vous avez? Donc maintenant vous êtes américain, mais vous avez vécu tout ça? Oui, alors j'ai commencé exactement comme Delphine a précisé. Donc j'avais un visa pas d'investisseur, de détaché d'une entreprise française qui m'a permis de rester 4 ou 5 ans. J'ai demandé une carte verte qui m'a été octroyée
parce que il faut montrer tout. Mais en passant par un cabinet spécialisé, sinon c'est très difficile. Oui. Et justement, sur tout cet aspect juridique et tout cet aspect de suivi, l'un comme l'autre, on en parlait tout à l'heure, mais il faut tout de suite nous adjoindre un lawyer. Je pense que quand on crée une société ou quand on développe une société, il faut avoir un avocat, un CPA qui est un expert comptable, et travailler avec eux d'une manière permanente, ne pas le changer tous les ans, de manière qu'ils suivent. Il y a une confiance, il y a une logique, il y a une compréhension des personnes, des choses. Le coût des avocats qui paraît énorme, quand on reste avec un avocat, ça devient normal. C'est pas la minute. On peut rester 2 minutes sans qu'il compte. Olivier, je vous vois, vous êtes en phase avec Oui, démarche. Absolument. C'est ce que j'ai vécu quand j'ai eu à faire une société aux États-Unis. Il faut faire appel à un professionnel sur place parce que on ne peut pas réinventer la roue ou apprendre une nouvelle juridiction. Et donc, voilà. On a le président de la Chambre de commerce qui veut prendre la parole. Ralph, on vous écoute. Oui, en fait, tout ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. En ce qui me concerne, en fait, je suis arrivé avec un visa un peu plus traditionnel, c'était un visa H1B, en fait, et mon entreprise a sponsorisé la Green Card. Et je dirais que le processus en lui-même, même s'il est relativement court, c'est un processus tellement minutieux que ne pas se faire aider, je pense que ça ne doit pas être possible. À moins d'être lawyer soi-même, c'est très difficile de pouvoir sponsoriser et s'occuper de son propre dossier. Merci de cette intervention. Alors, on va aller voir Gérard Michon, un ami de notre ami Sylvestre. Quels sont les secteurs porteurs pour les Français? Y aurait-il des niches à exploiter à Los Angeles? Il y a les choses classiques, si vous voulez, qui est de vendre la France. C'est-à-dire que là, vous avez les gens qui exportent la nourriture, le vin, etc. Plus le foie gras, parce que vous savez qu'il est illégal en Californie maintenant. Il est illégal à la vente. Il n'est pas illégal à la consommation, il est illégal à la vente. Donc ça élimine tout un pan du marché, restreint peut-être, mais quand même important. Et puis, pour le reste, il se trouve que curieusement, les Français qui ont une bonne et qui continuent à avoir une bonne réputation dans le domaine de la technologie, vous trouvez assez souvent des compagnies technologiques auxquelles quand vous appelez, on vous répond avec un accent français. Donc les Français sont bien implantés dans ce genre de domaine. Et puis les domaines qu'on voit comme plus classiquement français, la restauration, l'exportation de nourriture, etc. Est-ce que c'est ça qui est porteur? Est-ce que c'est ça qui doit motiver quelqu'un à l'expatriation? J'en suis pas sûr, parce que justement, c'est trop connu d'une certaine façon, et puis que les gens qui ont véritablement un succès sont les gens qui sont créateurs dans leurs nouveaux produits. Et ça, donner des conseils en création de nouveaux produits, je ne sais pas faire, ça dépend au contraire. Le succès vient de l'idée originale, le succès vient d'une bonne idée, d'un bon plan d'affaires. Alors, comme le dirait notre ami Gérard, manifestement, il ne suffit pas d'avoir l'accent d'Alice Sapritch pour pouvoir, justement, intervenir aux États-Unis. Absolument. Non. Je pense que ce que Gérard a dit, le phénomène culturel est très important. Si on se base sur notre culture, on a plus facilement accès à un développement, parce qu'on a un background, on peut parler de quelque chose. Et dans une distribution, il faut savoir qu'il faut la qualité, il faut avoir des nouveautés tous les ans, parce que sinon, et donc. Et là, justement, sur la nouveauté, je vais aller voir Olivier, parce que vous avez fait un vrai plan de déploiement avec une vraie culture. Enfin, vous exportez notre propre culture, ce qui est quand même un peu compliqué, on le sait. Et là, vous avez fait un vrai plan de déploiement, exactement comme l'explique Sylvestre à l'instant. Absolument. C'est l'idée, par exemple, de dire... pour les Américains, la BD franco-belge n'existait pas, la BD européenne n'existait pas. Il y avait que Superman, les super-héros et les Japonais. Et on a dit, quand on aura vendu 1 million d'albums en anglais, ils ne pourront plus dire que la BD européenne n'existera pas. Et là, vous allez atteindre l'objectif l'année prochaine. Exactement. Et pire, on leur a pris une série qui était une série européenne, 13, qui était vendue sur les télés CBS. Marvel n'avait pas réussi à dépasser le 3e épisode et on a fait les 18 épisodes en l'espace de 3 ans. Donc on a montré justement qu'avec un peu de volonté, même sur le marché américain, on pouvait vendre notre culture. Et là, sur les Lucky Luke, parce que c'est un peu une grosse collection, c'est 75 albums, c'est ça? Tout à fait. Et là, vous en lancez un tous les
un tous les 2 mois depuis notre création. Et c'est ce qu'a dit... Vous êtes en nouveauté permanente, en fait. Un magazine américain, pour Noël, a dit « A too quiet success ». C'est vraiment... on a pris l'option profil bas aux États-Unis. On s'est appuyé sur les blogueurs américains pour faire découvrir notre culture. Et en fait, finalement, sans aller... parce qu'on n'a pas les moyens de s'attaquer aux États-Unis, il y a des grands noms. Donc on a... Et vous avez été malin. Quand on n'a pas les moyens, il faut être malin. On a opté le low cost. Très bien. Alors, Sylvestre, merci beaucoup. Une petite page de publicité et nous nous retrouvons dans quelques instants. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour les 24 heures chrono de l'International, 23e heure de direct. Et j'accueille sur ce plateau Patricia Keltner, Montvernay. Merci. Et donc, vous vous occupez des agents commerciaux en France, enfin français. Absolument. J'interviens en qualité de délégué général de l'APAC, qui est l'organisation professionnelle représentative des agents commerciaux en France. Très bien. Alors, justement, juste avant de reprendre notre ami Ralph et président de la Chambre de commerce, quelles sont vos préconisations pour entreprendre les États-Unis dans une logique un peu comme l'expliquait notre ami Olivier tout à l'heure? Alors, les agents commerciaux, qu'ils soient en France ou aux États-Unis, obéissent à la même problématique, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont être mandatés par une entreprise pour intervenir en ces lieux et places pour développer un marché. Donc, quel est le meilleur moyen de développer un marché? C'est de le connaître. Et comment on peut le connaître? C'est en prenant des intervenants qui sont sur place et qui connaissent les habitudes culturelles, les habitudes d'achat, les réseaux. Il y a une richesse incontestable à partir du moment où on décide de travailler avec quelqu'un qui connaît le lieu sur lequel on veut s'implanter. Bien souvent, on en a parlé tout à l'heure, il y a des exemples dramatiques parce que souvent les entreprises arrivent avec beaucoup d'argent en ayant l'impression qu'avec l'argent, elles vont pouvoir gagner. Conquérir, exactement. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'elles ne vont pas connaître le contexte économique précis, les habitudes d'achat et les réseaux. Ce qui est déterminant. Là, à la PAC, donc l'association des agents commerciaux, vous avez des réseaux aussi bien américains absolument. Absolument, bien sûr. Nous travaillons au niveau national et au niveau international. Européen et international. Absolument. Olivier, une réaction, parce que je sais que c'est un peu ce que vous avez, comme cela que vous avez procédé. Clairement, c'est-à-dire qu'on ne vend pas aux États-Unis depuis l'Europe, c'est clair. Ce sont les Américains sur place qui connaissent leur marché. La côte ouest, la côte est, c'est pas la même chose. Et donc, pour nous, par exemple, dans le livre, il y a des réseaux, le réseau des bibliothécaires, le réseau des libraires, des grandes librairies, c'est pas le même que les librairies spécialisées dans la bande dessinée. Donc, c'est pas les mêmes distributeurs. Et puis, donc, du coup, c'est pas les mêmes agents commerciaux, c'est pas les mêmes systèmes de commercialisation. Amazon, vous avez besoin de contacts spécifiques pour ce libraire en ligne.
Oui, donc on est bien sur une logique, ce qui paraît naturel comme ça, mais malheureusement qu'on n'applique pas toujours, c'est on prend des gens locaux pour justement mieux connaître le terrain, mieux appliquer. Et là, à la PAC, on a les correspondants nécessaires. Vous êtes à même de nous conseiller dans cette démarche. Totalement, parce qu'une implantation aux États-Unis, souvent ce que l'on oublie, c'est que c'est une implantation dans 50 États. 50 États, ça veut dire des législations différentes. Voilà. Enfin, c'est impossible. Oui. On ne peut pas connaître tout ça. Quand on pense qu'en Europe, il y a 28 pays et comme déjà c'est compliqué, alors vous imaginez aux États-Unis, avec 50 États plus un district, c'est impossible. 50 États et nombreuses cultures aussi. Absolument. Voilà. Absolument. Très bien. Alors, pour conclure, on va retourner voir notre président de chambre de commerce, Ralph. Vous vouliez intervenir et ça sera un peu notre mot de conclusion. Oui, je pense qu'entreprendre aux États-Unis, c'est une aventure. Il faut, pour pouvoir le faire correctement, s'informer. La chose la plus importante, à mon sens, quand on s'installe, c'est, comme on l'a dit auparavant, de prendre connaissance du marché. Et à Los Angeles, le fait qu'on ait recréé cette chambre et qu'on l'ait relancée, c'est, je pense, un point idéal pour commencer, ne serait-ce que ces recherches pour savoir si on veut s'installer, parce que ça regroupe un nombre de professionnels de secteurs d'activité tellement complémentaires, tellement variés, que la personne qui arrive, et j'ai déjà eu plusieurs appels d'entrepreneurs français qui voulaient s'installer, qu'ils peuvent trouver les premières choses dont ils vont avoir besoin, leur kit de survie pour pouvoir s'installer. Et je suis ravi de le faire. Merci beaucoup Ralph, et je pense que vous serez un excellent président de chambre de commerce. En tout cas, pour l'instant, vous la vendez parfaitement bien. Alors Patricia, merci Ralph de votre intervention. Je remercie le consul général Axel Cruau. Merci Patricia d'être intervenue sur ce plateau. Merci à vous. Merci Olivier, et puis longue route à l'ensemble de la BD franco-belge. I'm not a lonesome boy. Et puis pour notre part, retrouvons-nous dans quelques minutes sur la 24e heure de ces 24 heures chrono de l'international, 8e année, et on la clôturera avec Paris.